Voilà, Voilà. bonjour Pierrot. Bonjour, bonjour Pascal. Je te remercie vivement d'avoir accepté en fait cet échange qui fait suite à notre échange via Messenger parce que tu as de fait Ouais, ça posté marche il y a pas. peu, Ah, tu as hmm, posté il y a peu sur le groupe Abus en Église un ouais, post intitulé Les enfants de cœur du pape 15 ans d'abus et de silence. C'est une ouais, version en français que tu as traduit et qui était en fait en italien sur le site Reto Labuso, qui est ouais. paru sur les sites le 6 février 2024. Et du coup, j'ai pris contact avec toi parce que je me disais que toi-même, tu t'intéressais entre guillemets à cette question parce que tu avais eu un vécu, une enfance assez compliquée. J'ai lu, et on rebondira là-dessus par la suite si tu veux bien, Pierrot, que tu as écrit de manière, je trouve, très puissante en fait. J'ai marché pendant des décennies comme un mutilé qui s'ignore, avec des souvenirs très particuliers qui ont fini par remonter. Euh, Avant d'en venir au cœur de ton histoire, j'ai envie de commencer par le début pour que l'on sache un petit peu d'où tu parles, Pierrot. Et du coup, quelle a été en fait ton enfance? Dans quelle famille as-tu grandi? Ben, j'ai grandi dans une famille, disons, catholique, hein, comme on est en Italie habituellement. Hein, c'est même pas un choix. Hein, ça fait partie, surtout à l'époque, d'un système normal, social. Hein. Il y avait l'église à côté, les oratoires avec les enfants qui allaient jouer, etc. Donc, naturellement, ils sont catholiques. Après, ils n'étaient pas fortement catholiques, croyants, bien sûr. Ils allaient à l'église de temps en temps, mais c'était pas vraiment la famille voilà, traditionnaliste du tout. Après, bon, j'ai eu des problèmes de- d'abus de mon père, si tu veux, mais c'était de l'abus psychologique, hein, pas physique, à part que j'ai pris quelques gifles, mais je ne peux pas considérer que c'est de l'abus physique, surtout qu'à l'époque, ça se faisait, hein, c'était plutôt normal, entre guillemets. Mais c'était plutôt de l'abus psychologique parce qu'il me dénigrait tout le temps. On avait, disons, un système hippique très développé entre nous. Donc, voilà. Donc, ça s'est mal terminé. En plus, lui, il était souvent absent pour le travail. Il allait travailler en Suisse parfois parce qu'il était un inventeur en électronique. Il travaillait pour des entreprises suisses en Italie, mais souvent allait là-bas. Et en plus, on vivait dans ces espèces de familles élargies où il y avait le grand-père et la grand-mère à la maison, qui étaient assez typiques aussi à l'époque en Italie, et ça allait rester pour des difficultés purement matérielles hein, qu'il y a encore aujourd'hui pour avoir un logement. Du reste, en France, qui n'était pas comme ça avant, ça le devient hein, à cause de ces problématiques financières. Et, et, donc, voilà, lui il se sentait aussi obligé de faire un peu le père fouettard quand il venait à la maison pour montrer à ce grand-père un peu facho, disons-le, et sévère, qu'il assumait sa paternité. Donc, voilà, ça s'est très mal passé. En même temps, voilà, c'était une fragilité que, bien évidemment, tout prêtre, tout prédateur sexuel, je dirais, lit sous le front d'un enfant hein, qui cherche un peu d'affection, qui cherche un personnage adulte qui le rassure. Du reste, tout le reste de ma vie, j'étais toujours comme ça. Ça veut dire que j'ai eu toujours des amitiés, même adolescents, de gens beaucoup plus grands, de 5 ou 6 ans, qui adolescents, c'est énorme, et qui m'aimaient comme si j'étais la mascotte de service. Hein. Et moi, j'avais un rapport quasi filial avec tous mes amis de l'époque, et j'ai continué à avoir ça en devenant adulte, même sur le travail. Il y a toujours eu cette figure du grand homme, beaucoup plus âgé que moi, voire sénile, qui me prenait sous son aile, il m'admirait, il me lançait dans un parcours professionnel. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai 60 ans, hein, je ne vais pas me chercher des vieux de 90, hein, je commence à être moi-même le vieil homme, mais voilà, ça a été toujours comme ça. Et donc, nous, on fréquentait une petite église. C'était un quartier très populaire qui s'appelle Viale Macconi. Donc, Macconi, Saint-Paul. Hein, à côté, il y a la basilique de Saint-Paul, que c'est une des basiliques papales de Rome, hein, comme San Giovanni, Saint-Pierre, etc. Saint-Jean. Et là, il y avait une petite église de quartier qui était en fait dans ce qu'aujourd'hui, c'est un petit magasin de légumes tenu par des Indiens. Hein parce que elle était vraiment petite sous un immeuble. Et à un certain moment, il y a eu un changement d'église. C'était toujours sous un immeuble, mais de la taille d'un supermarché, un immeuble très populaire. Et donc, il y avait cette église-là.
du reste, c'est ce changement qui m'a permis de comprendre la date des abus. Moi, je dis des viols, hein, parce qu'il faut dire les choses comme il faut. Abus, c'est vraiment un euphémisme qui me gêne beaucoup, beaucoup. Parce que quand on parle d'abus, on dirait que c'est une caresse de trop, quoi, un geste déplacé, comme dirait notre évêque, là, comment ça s'appelle, qui s'est fait choper dernièrement en France, ça ne vient pas son nom. Mais voilà, abus, c'est un euphémisme, j'aime pas ça. On doit dire viol. En Italie, il y a un mot encore plus précis, il s'appelle stupro, que c'est vraiment un viol. Dans ce mot-là, englobe aussi une vision de violence, hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai subi. Alors, ce prêtre, si vous voulez, si tu veux, il faisait en fait des tests, parce que je me suis rappelé de certains jeux dans le petit cours à l'intérieur, avant de rentrer à l'église. Il nous faisait des tests en nous faisant raconter des blagues un peu salaces. Et nous, à l'époque, vraiment, on n'avait aucune idée de ce que était la sexualité, hein, alors qu'aujourd'hui, un enfant même de 5 ans, un peu, il comprend. Nous, on n'avait pas de télé, il n'y avait rien. On vivait vraiment dans un monde d'enfance, c'était vraiment un autre monde, un autre monde. Et donc, on ne savait pas ce que c'était, mais bien évidemment, on comprenait que les adultes en rigolaient un peu malicieusement. Et nous, avec notre malice, on racontait ces choses avec des testicules, des trucs comme ça, des blagues, parce qu'on voyait qu'il rigolait. Et lui, il voulait toujours qu'on lui raconte ses blagues, et après, il nous touchait les sexes en rigolant. Et là, je pense bien qu'il voyait comment nous réagissons. Donc, il y en avait qui sortaient plutôt perturbés, il y en avait d'autres qui ne savaient pas quoi faire, et ils restaient paralysés, comme moi-même. Donc, je pense bien que c'était un test, hein, tu vois. Ça, j'y ai pensé après à toutes ces choses parce qu'il m'a fallu a posteriori reconstituer toute l'enfance dont je ne me rappelais rien. Ça veut dire que jusqu'à 13 ans, je ne me suis jamais rappelé de rien de mon enfance et je me disais, c'est quand même étonnant que j'ai ce trou noir. Je me rappelais simplement d'un anniversaire de quand j'avais 4 ans, la scène où je vais éteindre les petites bougies sur le gâteau. Voilà, c'est le seul souvenir que j'avais de mes 4 ans, hein. C'est un des seuls, là, j'en ai pas beaucoup. Mhm. Toute l'époque jusqu'à mes 13 ans, hein, j'en ai très peu. Donc, j'ai vraiment subi un effacement de protection. Et en plus, à 13 ans, j'ai vraiment, à un certain moment, changé complètement d'attitude. Donc, j'ai commencé à fréquenter vraiment les garçons les plus mauvais du quartier. Je dirais qu'en plus, ce n'étaient pas des garçons mauvais, c'était des garçons comme moi qui avaient des problèmes. Alors, moi, je n'ai été jamais violent, hein. C'est un truc vraiment que je refuse de nature. Mais en même temps, voilà, je fréquentais ces gens-là. Et comme c'était une époque, à un certain moment, quand j'avais 14, 15 ans, 14 ans plutôt, il y a eu c'était l'époque du terrorisme en Italie. Alors, on ne se rend pas compte ce que c'était, parce qu'en France, c'est vrai qu'il y a eu action directe, mais c'était vraiment un épiphénomène, hein, même si ça avait la même nature. En Italie, c'était tout un pan de la société qui soutenait ça. Et il y avait un vrai terrorisme, c'était une vraie guerre civile, hein, une vraie guerre civile. Donc, chaque jour, il y avait des morts, des tirs. On m'a tiré même à moi à une manifestation, hein, où je suis allé. C'était le jour où il est mort, Giorgia Namasi, qui avait 16 ans, hein. Donc, voilà. Et moi, j'en avais 14 quand on m'a tiré dessus. Donc, voilà, c'était un climat très lourd. Et à un certain moment, il a commencé c'était selon moi un choix politico-mafieux, a commencé à circuler beaucoup, beaucoup d'héroïne, chose qu'il n'y avait pas en France à cette époque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette héroïne, c'était de la morphine et de l'héroïne, même de l'opium, mais surtout de l'héroïne blanche qui venait de Thaïlande. Et, et cette héroïne a complètement coupé les ailes de toute une génération parce que ça a été une hécatombe. Moi, je me rappelle, dans mon quartier, la moitié des adolescents sont finis dans ce giron-là, hein. Et dans toute la ville, hein, parce qu'en plus, Rome n'est pas comme Paris ou d'autres villes françaises. Elle est extrêmement grande. D'abord, elle fait 10 fois la surface de Paris, avec des champs à l'intérieur et très, très hétérogène, soit socialement que architecturellement. Donc voilà, il y a pas les quartiers comme il peut y avoir à Paris, hein. Toujours, hein, il y a pas ce genre de choses à Rome, il n'y a pas des quartiers. Donc tout est mélangé, soit le quartier, l'habitation populaire que celle un peu bourgeoise. Voilà. À part le centre historique, vraiment l'hypercentre, qu'aujourd'hui, pas à l'époque, où il était un peu malsain, ça a été un peu occupé par les riches, hein, qui ont tout restructuré, etc. Mais sinon, voilà, c'est une ville hétérogène.
Et donc, moi, bien évidemment, en ayant cette sentiment de culpabilité sans en connaître l'origine, je suis vite tombé dans ce giron où j'y suis resté avec des hauts et des bas parce que j'arrivais toujours à m'arrêter sur le bord du précipice. Et en plus, j'ai commencé à travailler vers mes 22 ans parce que mon père est mort quand j'avais assez violemment et devant moi euh, quand j'avais 21-22 ans chez nous. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ouvrier, hein, voilà, un truc vraiment générique, mais ça me permettait de rester avec un peu dans le monde réel, quoi, hein, et pas dans le monde de la toxicomanie. Et je suis arrivé quand même tout seul, hein, chose qui est assez miraculeuse, à arrêter complètement vers mes 23 ans. Voilà. Et après cette époque, ben, tout est allé très vite. Ça veut dire que j'ai intégré la société comme si rien n'était, quoi. Je dis justement dans mon texte comme un ange qui a volé à l'enfer sans avoir brûlé ses ailes, même si j'y ai laissé quelques poils de cul, hein, parce que ça n'a pas été une époque très facile. Excusez-moi, Ouais, je t'en je prie. suis enrhumé aujourd'hui. Et j'ai commencé aussi à cette époque à faire du théâtre. Puis Mm. après, j'ai fait très sérieusement, hein, parce qu'on est allé même dans des gros théâtres et tout, on faisait des tournées. Ma sœur est encore aujourd'hui actrice et mon beau-frère est un metteur en scène de théâtre très, très connu aujourd'hui, hein. Donc voilà, ils vivent de ça plutôt bien. Voilà, pour vous dire qu'après, bon, eux, ils ont poursuivi dans cette route. Pour moi, c'était plus difficile parce que j'avais un autre travail. Voilà, et j'étais devenu d'un coup directeur d'une entreprise, vous voyez, enfin d'un petit département de cette entreprise, que c'est absurde. Ça veut dire, je suis passé d'un côté à l'autre, mais j'y ai mis genre 6 mois. C'était absurde. Toujours pour par un de ces hommes âgés qui m'avait pris sous son aile et tout, parce qu'il avait confiance en moi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai eu une période où je gagnais vraiment très, très bien ma vie, hein, parce que j'avais un salaire de cadre au cadre, et Mm. c'est absurde. Après, j'ai connu, mais j'étais pas bien à Rome parce que j'avais trop de mauvais souvenirs, trop de mauvaises histoires de drogue qui sont quand même d'une glauquerie sans fond, hein. Quand j'y repense, c'est vraiment très lourd. Et donc voilà, il y avait des choses qui me plaisaient. Rome, c'est une ville que j'adore, mais trop de souvenirs mauvais, trop de souvenirs mauvais. À l'époque, j'ai connu ce qui est devenu ma femme, c'est une Française qui travaillait à l'école française de Rome, donc de haut niveau culturel et tout, parlait parfaitement l'italien. On est devenus d'abord très amis et après, ben, on est tombé amoureux l'un de l'autre. Disons, c'était plutôt elle qui voulait venir vivre à Rome. Alors, j'avais la trentaine, là, hein. Elle voulait venir vivre à Rome. Après, bon, à Rome, c'est vrai, les carrières universitaires sont vraiment féodales, féodales, hein, comme système hiérarchique. Donc, on a essayé, même avec des amitiés, hein, à trouver un poste à Rome, c'était impossible. Et à ce moment, j'ai dit, bah, écoute, moi, je fais le graphiste. J'en avais marre parce que je voulais partir d'où j'étais. Je voulais faire du théâtre et du graphisme à l'indépendant. Parce que je le faisais à l'époque, je gagnais pas mal d'argent aussi avec ça et pas mal d'argent aussi au théâtre. Je me permettais de faire un voyage en avion toutes les semaines à Paris, hein. C'était vraiment le week-end à Paris. Après, je rentrais. C'était vraiment bien gagné ma vie à l'époque, hein. Oui, non, non, je ne peux pas dire autrement. Voilà, donc à ce moment, j'ai dit, écoute, je fais le graphisme, mais je fais la folie, parce que moi, je fais toujours des folies comme ça. J'ai dit, OK, je viens de vivre à Paris. Donc, j'ai tout pris dans ma Uno, j'avais, je me rappelle, hein, j'ai fait 2 voyages en déménagement. J'ai tout amené à Paris, après m'être marié avec elle, laïquement, bien évidemment, à Rome. Et voilà, j'ai commencé à vivre à Paris à un certain moment en me disant, j'espère que ça va aller bien parce que j'avais un peu d'argent de côté, mais c'est vrai qu'à l'époque, la vie parisienne était vraiment le double, le double économiquement de ce qu'était la vie romaine. Donc mes calculs sur mon épargne, mon petit épargne, n'étaient pas très, très bons. Donc j'ai paniqué à un certain moment, mais il faut dire que j'ai trouvé du travail tout de suite. Je veux dire, après 2 mois, je travaillais en indépendant. J'ai commencé à gagner bien ma vie aussi à Paris, hein, pendant, disons, 15 ans, j'ai bien gagné ma vie, un indépendant graphiste. Et à l'époque, c'était un peu l'époque d'or de ce métier, donc on gagnait très bien, on était très libre, donc voilà, moi ça m'arrangeait. J'étais arrivé même à acheter un très bel appartement avec elle, 5 pièces au canal Saint-Martin, là aussi, superbe affaire. Voilà, tout allait bien.
jusqu'au jour où on s'est divorcé pour des motifs un peu compliqués, parce qu'elle aussi, c'est un peu une fille battue, disons. Hein, donc, c'est pas un hasard si on s'est connus étant aimés, hein, parce que les personnes comme nous, et tu le sais très bien, Pascal, se reconnaissent vraiment, même si on est dans deux tribunes d'un stade, on se voit tout de bien suite, sûr. on Mm, s'aime tout de suite, parce qu'on a les mêmes fragilités, les mêmes aspects. mm, Donc voilà, mais tout cela, sa famille, les rapports avec sa famille et tout, c'était très dur. Ça a impacté beaucoup aussi notre vie commune, je dois avouer, et elle le sait pertinemment. Donc on s'est divorcés, mais tout en restant vraiment les meilleurs amis du monde, et on l'est toujours. Donc on fait des vacances ensemble, hein, pour vous dire, avec les enfants, on a continué à faire ça, parce qu'on a toujours un rapport d'amitié très très fort entre moi et elle, même si ce n'est pas un couple. Donc à ce moment, voilà, moi j'en avais marre pour plusieurs raisons. Bon, j'ai demandé le divorce, on s'est divorcé et on a vendu cet appartement, chose qui m'a permis heureusement de vivre jusqu'à ici, même si je n'ai pas racheté un appartement. Donc aujourd'hui, je suis un pauvre locataire, mais ça m'a permis de faire face à mes démons. Parce que justement, après ce divorce, j'ai eu les mêmes problèmes sexuels, hein, de relationnels que j'avais quand j'étais très jeune, hein, quand j'avais 25, 23, 30 ans, que j'ai des difficultés dans un premier contact, parce que par exemple, je me sens agressé, je me regarde toujours dehors quand je fais l'amour avec une personne, parce que voilà, c'est plus le plaisir que je donne à l'autre que mon propre plaisir. Donc j'ai eu toujours aussi du mal par rapport à mon propre plaisir. Donc, donc voilà, je me suis retrouvé à nouveau, après 15 ans de mariage, qui m'ont permis de ne pas penser à ces problématiques, de nouveau face à ces problématiques juvéniles, alors que j'avais quasi 50 ans, je me suis dit, c'est pas normal, quoi, c'est pas normal. Donc voilà, je vais voir un psy, pour une fois, euh, mm. que j'avais jamais fait de ma vie, voilà, à part une expérience juvénile qui s'est très très mal passée quand je me droguais, parce que j'étais allé voir un psy dans le cadre de thérapie familiale et mon père m'a carrément foutu dehors parce qu'il n'a pas supporté qu'on l'accuse de quoi que ce soit. Mais bon, donc très très mauvaise expérience, donc j'ai jamais pu vu des psys. Et donc, je suis allé voir ce psychologue, que je ne savais pas en plus, c'est plutôt un psychanalyste, par ignorance, hein, parce que je ne suis pas très. Maintenant, je connais très bien la matière, hein, après des années, mais à l'époque, je ne la connaissais pas. Donc, je veux voir ce monsieur, très sympathique, qui, contrairement à ce que j'espérais, qui résout mes problèmes actuels, il me poussait toujours dans les recoins de l'enfance. Et moi, ça m'énervait, je ne comprenais pas. Donc, à chaque fois, il le faisait. À chaque fois, je sortais plus perturbé que d'habitude en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enfance que je ne connais pas? Et même si cette enfance, par exemple, moi, les attouchements du prêtre, je me suis toujours rappelé, hein, je me suis toujours rappelé des baisers un peu sales et tout. Et disons, même ces rappels m'ont fait toujours être très anticlérical, à la limite vraiment du folklorique, hein, je dirais, parce que j'utilisais ces arguments presque pour des discussions de salon, hein, tu vois ce que je veux dire. Et, mais c'est vrai que le viol, les choses violentes, je les avais effacées. C'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Après, il y en a qui ne la subissent pas. Il faut dire beaucoup d'enfants en bas âge la subissent parce qu'en fait, le cerveau n'est pas mûr, la psy n'est pas mûre pour résoudre ce paradoxe qui est le viol et une violence de la part d'une personne qui représente l'ordre, la morale, les adultes, et donc quelque chose de supérieur qui devrait nous apprendre à vivre. Et donc, il y a un tel paradoxe irrésolvable, que ce mécanisme se met en place. En plus, il y a une grande psychologue française qui s'appelle Muriel Salmonin, que probablement tu connais, Bien sûr. qui a beaucoup étudié sur ces Oui. problématiques, qui a découvert par l'imagerie d'aujourd'hui très fine dans le cerveau qu'il y a carrément des lésions au niveau du cerveau, du contact entre cerveau et amygdale. Donc, disons, on se procure presque une lobotomie, tu vois, une lobotomie naturelle pour éviter de succomber à la folie, en fait. Parce que Mm, c'est vrai que le paradoxe non résolu sur quelqu'un qui n'est pas mûr, ben, ça te détruit, quoi. Ça te détruit mm, totalement. Donc, si tu veux, tu oublies. Et effectivement, moi, j'ai oublié. Et même si j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, je suis allé en avant, toujours, parce que je voulais aller en avant. Mais il y a toujours ce comportement paradoxal, comme dans la sexualité, que je t'expliquais, qu'on a toujours des choses qui reviennent en arrière, parce que, si tu veux, les conséquences de ce qu'on a subi sont toujours là.
sont toujours là, mais on n'a pas La la clé. relation historique Mm, avec l'événement. C'est mm, ça qu'on perd. C'est pas les réactions. On perd comment est-ce qu'on peut dire? Voilà, l'histoire du pourquoi. c'est ça. Et donc, j'ai toujours eu des réactions, et après, paradoxales. Et donc, je me disais, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ces réactions-là, justement, après le divorce, qui m'ont amené voir le psychologue psychanalyste, bar psychanalyste. Voilà, un jour, en sortant de chez lui, donc j'étais très énervé. Je commence à me dire, mais Pierrot, mais pourquoi tu es comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enfance et tout? Et là, boum, à cet moment, j'ai eu des flashs. J'ai revu des scènes de viol, hein, vraiment caractérisées. Hein, je ne vais pas parler des détails, mais c'était vraiment des viols à l'intérieur d'un confessionnel. Et un autre petit souvenir m'est venu après dans une sagrestie, même si c'était plus entre guillemets tendre. Euh, mais de là, j'ai compris qu'il y a eu même plusieurs fois, même si je suis devenu fou hein, à chercher ces trucs, j'ai pas trouvé plus que ça. Mm, Et bien évidemment, dès que j'ai eu cette pensée, je me suis écroulé parce que c'était un peu comme si on a tout un mosaïque, un bricolage qu'on a mis en place dans sa tête pour survivre. À un certain moment, il y a toutes ces pièces qui, d'un coup, ils commencent à s'assembler et ils te donnent un sens à toutes ces choses-là. Tu te dis, mais alors, c'est comme ça. Enfin, je suis tombé, mais carrément par terre, tellement ça m'a frappé. Je me suis presque évanoui, hein, je vous jure. Je te jure. Et, et heureusement que j'étais vraiment à 100 mètres de chez moi. Je suis rentré et je suis resté carrément 15 jours à pleurer. Mes enfants ne comprenaient pas, ma femme non plus. C'est difficile à expliquer. Et à cet moment, j'ai dit à demi-mot à ma femme, elle m'a dit, mais c'est pas possible et tout. Elle est restée, hein, mais elle m'a cru, hein, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec elle. Mais après, malgré ça, c'est très difficile à expliquer aux gens qui te disent toujours tourne la page. Non, il y a cette phrase les gens qui t'aiment, hein, ils ne le font pas par méchanceté, ni par ignorance, hein, mais voilà, ils ne se rendent pas compte que pour moi, c'est toute ma vie qui s'est construite sur ça. Donc, je ne peux pas tourner la page. Alors, mm, j'ai fait, j'ai fait des années de psychologie, entre autres au centre de victimologie et psychotraumatologie de Paris, qui est en France pratiquement le summum spécialisé dans ce genre de problématiques. Donc, il faut faire carrément un test avec une psychiatre avant de pouvoir entrer et être suivi, chose que j'ai fait, on m'a tout de suite accepté, euh, parce qu'il y avait quoi, et ils m'ont soigné 2 ans. J'étais soigné, je peux dire, mais voilà, c'est pas ça qui résout la problématique. C'est pas comme ça que je peux tourner la page. Donc voilà, disons qu'après tout cela, je suis resté, oui, fermé à la maison. Après, j'ai commencé à refaire des choses. C'était une période en plus où le travail était allé très mal parce que je travaillais aussi outre que le graphisme, dans la vente d'impression en Italie de beaux livres. Donc, je travaillais avec des grands éditeurs et tout. Et je gagnais aussi bien ma vie là-bas parce qu'on touchait des commissions assez copieuses, hein. Surtout que c'est des gros budgets. Donc, on ne va pas vendre des aspirateurs. On parle avec des acteurs et tout. C'est plutôt sympa. Mais cette année-là, il y a eu plusieurs faillites. Donc, on s'est retrouvé enfin, mon imprimeur hein, sur le dos, mais genre 350 000 balles, quoi. Même plus, hein, c'était 400 000 euh, qui font mal, hein, même sur une grande entreprise, sur une année, font très mal, de faillites variées, parce qu'il y a eu une période de crise hein, dans l'édition, qui ne s'est jamais du reste résorbée, hein, vraiment. Donc voilà, j'ai laissé ce travail-là, le graphisme aussi, ça commençait à aller mal. Voilà. Et donc à cet moment, j'ai dit, OK, je me prends une année sabbatique après le divorce. J'avais de l'argent parce qu'on avait l'appartement qu'on a vendu, euh, de l'argent qui pouvait me faire durer longtemps. Donc j'ai dit, OK, je me prends une année sabbatique, je vais voir comment ça se passe, en pensant qu'après 2 ans, j'aurais refait une société avec un pote, on était lancé une société d'édition, tout s'est cassé la figure pour des problèmes environnementaux, hein, je dirais, du monde des affaires, qu'à ce niveau-là, malheureusement, c'est qu'avec Internet et tout, c'est cassé beaucoup la figure, surtout dans la presse. Hein. Je travaillais beaucoup dans la presse, j'avais fait des spéciales de Libération, etc. Des choses qu'on ne fait plus, quoi, qu'on fait plus. Même Libération, c'est devenu un feuillet qu'on voit à 4 personnes hein, aujourd'hui. Tout le monde est sur Internet, etc. Donc, mm, bon, ça a été un peu épocal. Donc voilà, j'ai essayé de relancer plusieurs choses. Il faut dire que je n'étais pas non plus dans la niaque comme j'étais avant, parce que j'étais assez frappé par ce qui a été toute cette histoire hein, de retour d'amnésie traumatique. En plus, j'ai passé un temps fou
à chercher ces souvenirs et à reconstruire ma vie. Parce qu'à un certain moment, on s'est dit, mais alors, tout ce que je me suis dit, c'était un mensonge. Ma vie n'était qu'un roman que j'ai construit pour pouvoir survivre à mes propres souvenirs. Et c'est une sensation vraiment destructrice, parce qu'on se sent complètement dépersonnalisé. On se dit, ma personnalité, c'est quoi? C'est quoi? Mon âme, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'abus d'une fontaine noire, je dépends de ça, mais c'est horrible. Si on m'avait tué, j'aurais été, donc j'en ai souffert, mais, et j'en souffre encore à un niveau stratosphérique. Euh, donc, que disais-je, j'ai dû reconstruire ça. Et ce que je faisais, en fait, c'était, j'arrivais le soir, à part que je buvais pas mal, hein, je commençais un peu à devenir alcoolique, enfin, je le suis devenu, mais je me disais toujours, non, ça va, une bouteille et demie de vin tout seul le soir, deux bouteilles, c'est normal, parce qu'en plus, moi, je suis pas du genre à succomber tout de suite, donc je reste toujours éveillé, même après deux bouteilles de vin, alors que mon foie, bien évidemment, en prend quand même une belle gifle. Et, et donc, c'était dans des crises d'énervement que j'avais tous les soirs. Et je revenais en arrière sur ma vie parce que c'est un peu, moi je l'ai décrit hein, dans le texte que tu as lu, que tu Ouais. Or, c'est un peu comme si on découvre que sa vie, c'est comme un film censuré, comme si dans la bobine, on avait coupé des morceaux parce qu'il ne faut pas trop les montrer. Et donc, on a cette espèce de furie de revenir en arrière et de re-embobiner ce film qu'on a finalement ouvert pour mettre ces morceaux qui manquent et donner un nouveau sens à soi-même. Tu comprends ce que c'est? C'est un travail hallucinant à faire Titanesque. à presque 50 ans. C'est hallucinant. C'est Ouais. hallucinant. Donc, moi, j'avais un roman de ma vie. Aujourd'hui, il n'est plus le même roman. Je ne suis plus moi-même. Mais je ne sais même pas ce que je suis. Parce qu'avant, j'avais la sensation vraiment d'être moi-même. Je n'avais aucun problème avec ça. Aucun. Aujourd'hui, je me dis, OK, c'est quoi cette chimère qui s'appelle Pierrot? C'est quoi? C'est Hmm. quoi? Et au début, Mais on souffre, toujours. Oui, Pierrot, dis-moi. Pierrot, ce qui est important, c'est ce que tu as dit effectivement en filigrane, finalement, c'est de comprendre d'où l'on vient, ce qu'on a vécu, pour comprendre précisément pourquoi on marche quelque part à côté de sa vie. Et puis c'est aussi être cru, évidemment, quand on se met à parler, c'est être cru. Et donc je pense que dans ce contexte-là, tu me diras ce qu'il en est, mais la parole libérée qui a été créée en 2015 était extrêmement utile. Elle a été créée à Lyon à l'initiative de victimes de Prénat, donc l'affaire Prénat dans le sillage de l'affaire Barbarin. Et il y a effectivement eu aussi dans le sillage de la parole libérée un forum qui a été mis sur pied et qui a permis précisément aux victimes, peut-être certaines pour la première fois, d'exprimer vraiment un vécu, de se retrouver ensemble et du coup d'être cru. Et toi, tu as en fait, tu me dirais si c'était la première fois ou pas, mais tu as eu l'occasion de prendre la parole. Je crois que c'était en mai 2019 et tu avais intitulé en fait ton témoignage Histoire d'un garçon qui voulait devenir un homme. Et je voudrais quand même reprendre quelques extraits sur lesquels tu pourras rebondir si je souhaites, parce que je trouve, et je te l'ai dit en off, que c'est extrêmement bien écrit, parce que toute la difficulté, c'est toujours de faire entendre finalement la souffrance qui se cache derrière un visage, et chacun évidemment essaye de mettre les mots qu'il peut y mettre, et parfois ça prend des décennies, d'où aussi malheureusement trop souvent la prescription. Alors tu dis notamment ceci: je suis né à Rome en 1963, je viens d'avoir 56 ans. Et les épisodes que je vous raconte remontent à mon enfance et mon adolescence vécue à Rome, ville où je suis né et que j'ai quitté adulte. Enfance difficile parce que mon père ne m'aimait pas et me le faisait savoir par la mortification. Je souffrais donc d'un horrible manque d'affection. Ma mère, affectueuse mais distraite, me fit fréquenter la paroisse des saints Aquila et Priscilla, et brièvement aussi le groupe de Louveteau, dans le but de m'éloigner de la rue et de ses dangers, et parce qu'il faisait confiance au clergé et à ses ministres. Les souvenirs de mon enfance ont toujours été entourés de mystères, cachés dans les replis d'un univers secret, et je ne me suis jamais trop penché sur ces replis invisibles mais palpables, car j'ai toujours voulu aller de l'avant, par devoir et par amour-propre, même si je me suis toujours demandé les pourquoi de mes excès d'adolescence. Et c'est ce que tu viens d'expliquer, Pierrot, de manière extrêmement claire, lucide et je dirais
sans phare. Sur la langue, surtout, hein, voilà, c'est Ouais. éviter. Mes souvenirs se dessinent nettement seulement à partir de mes 13 ans, lorsque j'ai commencé à fréquenter les gosses les plus désespérés du quartier et commencé à fumer des pétards au collège, puis des amphétamines et de l'héroïne au lycée. Et à 15 ans, j'étais héroïnomane. Et tu dis notamment ceci plus loin. Je Dis-moi. suis un naufragé, un survivant, car de tout mon petit groupe d'amis, je suis le seul qui se soit sauvé. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir été épargné par le sida tout en échangeant quotidiennement des seringues avec des séropositifs. Même si à 18 ans, j'ai attrapé deux hépatites, la B et la C, cette dernière guérit dans la douleur il y a environ 10 ans. Et puis plus loin, Ouais, dans la douleur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médicaments qui existent aujourd'hui, c'était très très dur la cure, hein, vraiment. ouais, la mémoire ne m'a restitué que trois brèves scènes répugnantes, trois horribles flashs de quelques secondes, tous à l'intérieur de l'église, dans un confessionnal et en sacristie. C'était comme si ce jour-là, j'étais monté dans une machine à remonter le temps pour atterrir dans le corps de mes 9 ans, me faisant violer, entre la consternation et le dégoût de l'enfant que j'étais, incapable de penser, de comprendre, incapable de bouger et de m'enfuir. C'est C'est répugnant. c'est forcément douloureux et c'est toujours très très compliqué de mettre de mettre des mots sur ce qui se joue et sur le temps nécessaire pour remonter ces mots et essayer quelque part de reprendre sa vie là où elle s'est arrêtée pour finalement ne plus être cet enfant blessé et meurtri, mais de cet adulte. C'était la première fois en fait, Pedro, que tu prenais véritablement la parole publiquement sur ce fil du Forum de la parole libérée. Alors, sur le forum de la parole libérée, oui. Mais j'avais déjà connu François Deveau dans le cadre en plus du procès Raffarin, parce que ici en France, la police essayait de mettre la main sur un cardinal qui s'appelle Ladaria, un espagnol, qui était impliqué dans ces faits, hein, en tant que témoin. Et il n'y arrivait pas parce que lui, il avait la résidence au Vatican. Bon, il avait une sorte d'église honoraire comme on donne à ces grands personnages à Rome. Et le Vatican ne voulait absolument pas l'extrader ou lui donner la. Voilà, donc il se cachait, personne ne pouvait le toucher. La seule façon de le toucher, c'était quand il sortait du Vatican. Et donc l'Interpol, carrément, voulait le choper entre les deux. Et donc on a demandé des renseignements. Enfin, il me demandait des renseignements à moi parce que je faisais partie déjà de l'association Rete Labuzzo, qui est une association italienne fondée par Francesco Zanardi, qui est une victime aussi. C'est une association similaire à la Parole libérée, si ce n'est qui est moins sur un cas particulier comme celui de Brennan, hein, même si c'est allé bien au-delà après. C'est une association un peu plus juridique parce qu'il y a une quarantaine d'avocats dans la péninsule qui suivent les victimes gratuitement, hein, bénévolement, contre l'Église qui est quand même très puissante, hein, parce que dès qu'il y a un cas, eux, ils mettent vraiment les barons du barreau, qui payent aussi des dizaines, voire plus, voire une centaine, hein, comme un avocat en particulier qui s'appelle Taormina, qui est la star italienne. Et voilà, et pour des agresseurs qui après déclarent de n'avoir aucun bien et que donc ils ne peuvent pas rembourser les victimes, hein. C'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'Elia Labouze intervient pour défendre les victimes du début à la fin, en donnant même des instructions de comment ne pas faire d'erreur, en livrant des confessions, parce que souvent les victimes, c'est aussi des croyants qui vont à l'église d'abord au lieu d'aller d'abord au commissariat, chose qu'il faudrait faire. Donc voilà, il y a tout un tas d'instructions de ce type. Et voilà, et à l'association, enfin, on a recueilli mais, des milliers de témoignages. Et en plus, l'association a créé une carte d'Italie sur Google, hein, avec tous les points, où ils sont répertoriés tous les condamnés, dont il n'y en a aucun en prison en Italie, hein. Il y en a un sur tous ces milliers et condamnés et qui sont en procès en ce moment ou dénoncés, etc., etc. Voilà. Donc, il y avait aussi le mien, hein, qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il a été condamné parce que j'étais reconnu en France, mais bon, on arrivera à ça, hein, voilà. Donc, j'avais écrit ce texte sur le site de Rete la Bouse.
avec laquelle je participais déjà depuis au moins 2015. 2015. Et j'ai écrit le texte, je crois, chez eux en 2016 ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai retraduit en l'enrichissant un peu en français et je l'ai publié en 2019, en mai, hein, sur le site, enfin sur le blog de La Parole libérée. Voilà. Hmm. Comment en fait, Pierrot, tu expliques, toi, en tant que survivant, tu es bien placé, j'ai envie de dire, pour, j'imagine, avoir décortiqué un petit peu cette histoire, mais comment tu expliques ce décalage abyssal, je dirais, entre le discours de l'Église qui se veut accrocher, je dirais, viscéralement à l'Évangile, avec tout ce que l'Évangile peut avoir de paroles réconfortantes, en mettant précisément le pauvre, la veuve et l'orphelin au premier plan, et lorsqu'il s'agit effectivement des propres abus de l'Église, de voir à quel point finalement les victimes comptent pour elle extrêmement peu, pour ne pas dire pas du tout, et que finalement c'est l'omerta et sa réputation qui passent en premier. Ben, voilà, le problème, c'est que ce que je dis, hein, j'ai plusieurs fois déclaré, même à la presse, et l'ont même écrit, même dans des journaux turcs en 2019, c'est qu'en fait, le problème de l'Église, c'est que tous les hauts prélats, toutes les personnes qui ont fait carrière à l'intérieur de l'Église, qui ont un certain âge et qui sont arrivés à un certain niveau, même le pape hein, en Argentine, s'ils ne sont pas directement coupables d'actes de pédophilie, de violence envers les enfants, ils sont de toute façon tous, par la structure même de l'Église, et ce qui est prévoyé dans ces articles, tous coupables de omission de dénonciation. Et donc, ces gens-là, ils veulent tout simplement pas se faire accuser et perdre leurs privilèges, même économiques, hein, qui ne sont pas rien parce qu'ils ont des belles résidences, des voitures avec chauffeur et tout. Et le problème, c'est que ces personnes, qui sont toutes les personnes d'un certain niveau, mais vraiment ceux qui ne sont pas impliqués dans ces faits-là, mais vraiment, ils se comptent sur les doigts d'une main. Alors, même si le pape, je veux dire, a eu à un certain moment une sincère, hein, je crois, une sincère volonté de résoudre ce problème, qui prenait des proportions vraiment dangereuses pour l'Église entière, hein, qui l'est toujours, parce qu'on voit que beaucoup de fidèles abandonnent quand même le navire pour aller dans d'autres chapelles, hein, parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi, ils n'en peuvent plus. Mais même si lui veut faire quelque chose, derrière, il y a des obstacles énormes, il y a des gens qui vraiment freinent cette évolution parce qu'ils ont peur, ils ont peur. Donc moi, je pense que ce problème ne sera jamais résolu, sinon, dans beaucoup d'années, quand il y aura une nouvelle génération qui a vécu dans d'autres règles, parce qu'aujourd'hui, ils commencent quand même à réformer un peu, même s'ils continuent à ne pas dénoncer des prêtres ou à les défendre vraiment d'une façon honteuse. Hein. En Italie, il y a plusieurs cas. Hein. Alors, je n'ai pas la liste ici, mais je pourrais citer plusieurs cas, même d'actualité. Hein, d'actualité. Euh, donc, pour eux, l'important, c'est de ne pas faire éclater trop ce scandale, surtout de ne pas faire croire aux gens que c'est systémique, alors que c'est systémique. Mais c'est pas parce qu'il y a c'est pas le problème de l'Église en fait, c'est que comme ce système a duré des décennies, si vous voulez, euh, moi je dis toujours, un pédophile, je veux dire, si quelqu'un est pédophile, il va chercher bien évidemment une institution où il peut rentrer en contact avec ses victimes. Donc c'est normal qu'on trouve beaucoup plus de pédophiles à l'intérieur de l'éducation nationale, dans des clubs de sport, etc., etc. Or, si ces institutions, quand même, à part quelques exceptions, ont toujours réagi en dénonçant en plus à un certain moment le supposé pédophile aux autorités judiciaires, l'Église catholique a toujours voulu gérer la chose à l'interne, donc jamais dénoncer aux autorités judiciaires, et encore ça continue, et encore ça continue. Et en plus, ça a toujours sous-évalué les conséquences sur un enfant en prenant presque comme un petit jeu, voilà, c'est une caresse, etc., etc. Et donc, si vous voulez, cette façon de faire qui a duré des décennies, sinon des siècles, je dirais, a vraiment transformé l'Église en paradis pour pédophiles. Ça veut dire qu'à un certain moment, déjà, enfin, à un certain moment, si on était pédophile, le meilleur métier qu'on pouvait faire, c'était le prêtre, parce que tu as déjà une sorte d'aura presque semi-sacrée, avec c'est le maître de la morale dans le monde, donc un intouchable, respecté, sans soupçon, et surtout dans des activités qui impliquent aussi des contacts très répétés, très rapprochés avec les enfants. Donc c'est clair que si on est pédophile, on se fait curer. Hein. Je veux dire, c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions.
Et voilà, donc le problème de l'Église, quand on dit systémique, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Et ces prêtres, normalement, non seulement n'ont pas été dénoncés, non seulement on n'a pas fait un procès à l'intérieur du Vatican, on ne les a pas punis, hein, sinon qu'avec quelques prières ou des stages psychologiques dans des centres magnifiques avec plein d'arbres, des jardins et des bâtisses du Moyen Âge. En Italie, il y en a beaucoup, hein, du reste. Hein. Bon, je pourrais parler de ça parce que j'ai un ami journaliste qui en a trouvé genre une quarantaine en Italie, même plus où il y a des prêtres aussi français, hein, du reste, accusés, qui sont là-dedans. Et non seulement on n'a jamais puni les coupables, mais en plus, pour faire taire les victimes et tout, parfois il a payé des parents, etc., pour qu'ils ne passent pas trop de scandales. D'autres, ils n'ont pas fait du scandale, comme par exemple dans le cas de François Deveau, hein, de la parole libérée, hein, parce que c'était des cathos, machin, voilà, ok, c'est des petites choses. Hein. Et en plus, on les a transférés, comme on a fait avec Prénin, d'une église, d'une diocèse à l'autre sans rien dire. Et ces gens, bien évidemment, même s'ils le disaient, mais moi je suis pédophile aux autorités, ils ont continué à faire, personne ne me dit rien, ils ont continué à faire leurs crimes, hein, leurs méfaits, leurs crimes. Et dans ce sens, l'Église, c'est vraiment une exception par rapport à toutes les autres institutions, chose qui l'a transformée. Chose qui a motivé aussi comment est-ce qu'on peut dire le texte final de Lassiaz quand il parle de crise systémique, hein, systémique, et c'est bien ça le problème. Et le pape et tous les autres prélats, ils veulent absolument pas que ce mot hein, rentre dans la bouche de tous les gens. Donc, par exemple, quand, comment s'appelle le président de la SIAZ enfin, ils voulaient aller à Rome et tout, ils avaient même Sauvé. sauvé, voilà. Ils avaient même organisé une rencontre avec le pape. Le pape, au dernier moment, il a dit non, voilà, on ne fait pas de réunion, on ne vous reçoit pas et tout, parce que tout le monde a dit mais attends, si tu reçois sauvé, ça veut dire que tu reconnais le côté systémique et pour nous, c'est catastrophique. Alors que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. En plus, il faut calculer encore une chose qui aggrave ces faits-là, c'est qu'en Italie, il y a un concordat, ça veut dire comme en Alsace en France. Donc, ce n'est pas vraiment un État laïque, même si dans la Constitution l'est, dans la réalité ne l'est pas du tout. Euh, et l'Église, par ce concordat de 1929, fait avec Mussolini hein, à l'époque, qui a été reformé un peu par Craxi dans les années 80, mais voilà, la base, ça reste la même prévoit que un procureur, par exemple, s'il veut enquêter sur un membre, sur un religieux membre de l'Église, doit d'abord prévenir son supérieur, donc son évêque. Que c'est un absurde. C'est-à-dire, je fais des enquêtes sur toi secrètes, mais avant de commencer l'enquête, je dois prévenir ton supérieur, comme ça tu fais disparaître toutes les preuves. Donc c'est un absurde. Et en plus, le religieux, il peut, s'il le veut, bénévolement donner des documents demandés par le procureur de l'Église. Mais voilà, l'Église et tous les documents, ils restent intouchables et ils ont le droit de ne pas le présenter aux enquêteurs. Et ça, c'est vraiment un absurde. Ce concordat reste toujours en vigueur et c'est ce qui empêche en Italie de faire toutes les enquêtes, de les mener à bien et tout, sans compter sur le pouvoir vraiment capillaire et politique et financier considérable en Italie. Il suffit de penser que 65% de l'entière ville de Rome, le bâti, les terrains, tout, c'est propriété de l'Église catholique du Vatican. C'est pas rien. Et c'est presque 35 ou 40% de toute la péninsule. Ils ont pour vous dire genre 50% des terres arables en Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Avec tout ça, bien évidemment, ils peuvent payer les journalistes qui ne parlent jamais, parce que sinon, ils les silurent. Ils sont dans les médias, dans le capital des médias, dans le capital des industries. Ils font ce qui est un lobby, le même lobby qui peut faire en France, État laïque, un industriel comme Bolloré, je ne sais pas, à l'intérieur du Parlement, ils font le même lobbying. Donc, ils ont le même pouvoir aussi médiatique, hein, comme Bolloré du reste dernièrement en plus. Donc voilà, c'est clair que même politiquement, il n'y a pas la volonté de trop, même s'il y a une volonté, je veux dire, des gens, hein, parce qu'ils commencent à en avoir marre, il n'y a pas une vraie volonté de faire vraiment de la clarté sur ce problème. Du reste, si en France on a fait une commission d'enquête indépendante, vraiment indépendante,
avec des membres laïcs pris des juristes, des psychologues, etc. Euh, en Italie, ça n'a pas été le cas. C'est pratiquement le seul pays de tous les pays dits démocratiques et développés où ça n'a jamais été fait. L'année dernière, à un certain moment, vu la pression des associations, des victimes, de quelques politiques et journalistes, à la fin, ils ont été obligés de faire quelque chose. Et ils ont fait une commission d'enquête présidée. Alors déjà, c'est l'Église qui l'amène, cette enquête, présidée par le cardinal Zuppi, que c'est le président de la CI, ça veut dire de la conférence épiscopale italienne. Hein. Et donc, c'est vraiment le paradoxe le plus absurde. Ça veut dire vous êtes sur le banc des accusés et vous enquêtez sur vous-même. Qui justement, les gens, ils ont dit, mais c'est quoi cette mascarade? euh, Mais voilà, c'est ce qui se passe en Italie. Donc, il n'y a pas de Mm. commission, il n'y a rien, il y a rien. Faire un procès, c'est super compliqué. Il y a des carabiniers qui cachent les preuves parce que le curé du village, il va là-bas, il dit, ah, mais ouais, il ne faut pas trop. Voilà. Tout va comme ça. C'est vraiment, quand je dis mafia, c'est vraiment une mafia. Du reste, voilà, là, je parle de choses qui est. Oui, Voilà. oui, mais Là, puis mais, mais tu mets en exergue le fait qu'il y a une complicité, mais j'espère que nous aurons l'occasion effectivement non, d'en parler, on l'a vu non. dans un second échange, plus Ouais, précisément ouais. sur sur l'emprise de l'Église catholique sur la société civile et également la politique en Italie. Je crois que c'est important pour comprendre le pourquoi aussi de l'omerta et du fait que les victimes de l'Église sont si peu prises en considération par l'Église elle-même lorsqu'elle est mise de fait à mal et que finalement c'est toujours contrainte et forcée qu'elle est obligée entre guillemets de faire son mea culpa et toujours aussi ad minima finalement. Ad minima, et en plus, il faut dire que quand les procureurs font une enquête civile sur un curé, etc., eux, ils n'interviennent jamais. Une fois, une fois qu'il est condamné, ils vont fournir quelque chose. Ils font un procès eux-mêmes sur ce curé à l'intérieur du Vatican, parce qu'il y a un tribunal. En plus, il faut dire qu'au Vatican, et c'est ce qui m'a permis, moi, d'être reconnu en France par les institutions françaises, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de prescription. Contrairement à tous les États, la prescription n'existe pas. Donc, un crime peut avoir 60 ans, eux, ils le jugent. Hein. Après, il faut savoir comment ils le jugent. Ils le jugent, mais ils le jugent. Donc, le Oui, tribunal est compétent. Voilà. c'est vrai, Pierrot, que c'est important d'y revenir aussi parce que parfois les victimes ont aussi du mal à demander une indemnisation, comme si elles demandaient un peu une indemnisation à leur propre bourreau. De nouveau, ça peut être une sorte de conflit de loyauté avec soi-même, en se disant la fidélité à moi passe par le refus de tendre, de faire l'aumône entre guillemets, de demander l'aumône. Ici, toi, en fait, tu as pu demander et obtenir une réparation. Mais alors le cas particulier chez toi, c'est que tu l'avais dit à l'entame de cet échange, finalement. Tu as été abusé dans une paroisse à Rome par un prêtre, donc en Italie, et finalement la réparation, tu l'obtiens en France. Tu peux un peu expliquer les circonstances? J'explique les circonstances parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis le seul et unique de toute l'histoire italienne, hein, de toute l'histoire italienne, la seule et unique victime d'abus, de stupri, de viol de la part d'un curé en Italie, italien, qui a eu une reconnaissance de la part de l'Église de crime prescrit. Et ça seulement parce que je suis binational franco-italien et parce que je me suis battu, mais comme une hyène, parce qu'à un certain moment, alors je vous dis déjà toute la procédure, comment ça s'est passé. Déjà, quand j'ai découvert ces choses, j'avais écrit une lettre assez pieuse hein, à l'église de Santiago et Priscilla, simplement pour dire recevez-moi, faites-moi parler, voilà, je suis désespéré. Il y a eu ce truc en sachant que le curé était encore en vie. Il avait 92 ans, 83 ans. Il avait Parkinson et il vivait dans cette église. Et l'actuel curé de l'église, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Chose qui m'a mis dans tous les nerfs. Donc, j'ai réécrit au sagrestan, au machin. Hein. À la fin, et personne ne m'a répondu. J'étais tellement énervé, j'ai écrit au chef scout, j'ai écrit aux parents de l'association des enfants de récréative des enfants de cette église et un cardinal en Italie, très connu, je ne me rappelle même pas son nom, mais bon,
très connu, mais j'ai écrit à lui parce que j'avais lu un article sur les enfants, blablabla. Donc j'ai dit, bon, je vais voir s'il va les enfants qui ne sont pas écoutés. Et donc j'ai dit, je vais voir s'il va m'écouter. J'ai cité cet article en lui écrivant. Je lui ai envoyé une lettre. Personne, personne ne m'a répondu. Alors, je suis allé chez Zanardi, était la Brousse, et Zanardi m'a dit, écoute, de toute façon, le pénal, c'est prescrit. Par contre, si tu les cites en civil, dans le civil, il n'y a pas de prescription. Tu peux le faire, ils seront au moins obligés à te répondre. Et de toute façon, tu mets un papier sur la chose, tu vois, parce qu'il est intelligent, très juriste, il connaît très bien la matière. Et il a bien fait, sinon, j'aurais jamais eu ce truc. Donc, en fait, j'ai fait cette lettre recommandée en les citant avec tous les termes d'avocat, articles de loi et tout. Et là, hop, après une semaine, évidemment, ils m'ont répondu par leurs avocats, enfin les avocats du Vatican, hein, probablement lui l'a transmis au Vatican, il a dit, le curé, il a dit qu'est-ce que je dois faire. Et donc là, bien évidemment, c'était une lettre aussi très juridique avec plein d'articles de loi qui me disait de toute façon, alors le curé venait de mourir, mon violeur venait de mourir, et on dit, de toute façon, le curé, il est mort, nous ne sommes pas compétents, blablabla. Bla, bla. Et terminer le truc avec une paternelle bénédiction. C'était vraiment une gifle. Une gifle. Bon, j'en suis resté là. Hein. Après, bien évidemment, j'ai continué les luttes avec Rita Labouze, je suis allé manifester, etc. Mais bien évidemment, j'étais toujours dans le, comment est-ce qu'on peut dire, dans la condition de ne jamais penser à quoi que ce soit de reconnaissance parce que c'est prescrit. Voilà. Donc, OK, je me bats pour une question de principe et d'injustice que j'ai subie, que je ne supporte pas, mais c'était tout. Hein, c'était tout. Après, il y a eu la SIAZ en France. Ah, donc la SIAZ arrive à ses conclusions, horribles. Alors, moi, j'avais écrit à la SIAZ. Et la SIAZ m'a répondu, oui, mais nous ne sommes pas compétents parce que c'est seulement la CEF, ça veut dire la Conférence épiscopale française, qui s'occupe de ces cas-là. Comme c'était en Italie, nous ne sommes pas compétents. Et effectivement, c'est marqué dans les statuts, je veux dire, je ne peux pas dire que non. Et après, ils ont fait, donc voilà, je me prends cette réponse comme ça, ils font l'INIR pour les victimes de curés et la CRR, non, c'est, voilà, pour les victimes d'ordre religieux. Oui. Et ces institutions sont censées réparer pour une fois, aussi financièrement, les dégâts subis par les victimes ou fournir, enfin, fournir une aide concrète. Et donc, je me dis, tu vois, je suis quand même aussi français parce que j'ai la nationalité française. Cette commission a été faite en France parce que c'est un vrai État laïque et probablement le président de la République ou le gouvernement a dit maintenant, il faut que vous fassiez quelque chose, sinon c'est nous qui le faisons. Et donc, c'est pour ça que la SIAZ a été fait. Il a été financé même par l'Église parce qu'il devait un peu la fermer, chose qui n'a jamais été faite en Italie. Et donc, je me suis dit, malgré cela, tu vois, je peux rien obtenir et tout, c'est injuste. Donc, j'ai continué comme ça, et je me suis à un certain moment énervé. Et donc, j'ai réécrit une lettre à l'INIR, et j'ai dit, écoutez, vous dites que vous n'êtes pas compétent, effectivement, c'est marqué dans votre statut. Moi, je vous dis, je suis citoyen français, je vais écrire à mon président, parce que mon président doit me défendre, qui me défend à moi. Je vais écrire au Conseil d'Europe pour les droits de l'homme. Et troisièmement, je vais m'enchaîner, et ils savent que je suis capable de le faire, je vais m'enchaîner à l'archidiocèse de Lyon, et en appelant toute la presse, bien évidemment, italienne et française, que je connais. Et je connais parce que je suis activiste à Rité la Bourse, donc ils me connaissent très très bien. Et là, au miracle, après une semaine, là aussi, réponse du diocèse de, de Lyon, mais un accord avec le diocèse de Paris qui me dit, écoutez, on va voir votre cas, on va évaluer la chose et tout. Et donc, voilà, ils me disent, prenez rendez-vous avec le nouveau archevêque qui s'appelle De Germay, hein, qui a succédé à Barbarin pour parler de la chose. Donc, au début, je suis contacté par Monsieur Bett, qui c'est quelqu'un qui travaillait dans le diocèse pour justement, c'est un laïc, hein, c'est un ex-militaire, pour gérer toutes ses affaires. Il m'a dit aussi que pour lui, c'était très dur. Du reste, maintenant, il est parti et que le cas Barbarin, ça a été dur. Donc, je prends rendez-vous avec lui. Je vais là-bas. Il y avait lui et aussi un prêtre italien parce qu'il pensait que je ne parlais pas français ou je ne sais pas quoi, alors que j'ai dû traduire ce que je disais en français à l'italien. Ouais. On est un peu mal.
Et donc voilà, comme c'est une histoire que j'ai écrite et tout, il n'y a pas besoin de, je vais pas là-bas pleurer, j'ai raconté tout ce que, hein, tout ce qu'il fallait raconter, oui, ils sont restés comme ça. Et après, j'ai eu un deuxième rendez-vous avec aussi de Germain. Et donc, il m'a redemandé de raconter cette histoire. Il était visiblement assez frappé hein, parce que je racontais. Et à un certain moment, j'ai vu qu'ils m'ont arrêté sur un détail, mais pour vous dire comment il fonctionne, hein, c'est significatif. Parce que moi, j'ai raconté que le crime le pire, c'était dans un confessionnel. Et donc là, je les ai vus, ils ont commencé à me dire, mais c'était pas, pendant la confession, est-ce qu'il était en train de vous confesser et tout. Moi, j'ai dit, bah, écoutez, je me rappelle pas s'il me confessait. J'ai dit, si j'étais dans un confessionnel, je pense que ça a commencé comme ça. Hein. Je me rappelle, j'étais sur ses genoux à un certain moment parce que j'étais un enfant, ça pouvait se faire. L'église était vide, bien évidemment, ou fermée hein, de l'intérieur. Moi, je ne le savais pas. Donc, comme je dis précisément, je ne le sais pas. J'ai vu qu'ils se regardaient. Enfin, sur ce point-là, ils sont restés, mais vraiment, genre 10 minutes à se parler, à se regarder et tout. Alors, j'ai dit, mais il y a un problème. Il m'a fait, non, mais vous comprenez, si c'est dans le confessionnel, c'est un crime gravissime parce que c'est un sacrement. Alors, j'ai dit, mais putain, mais je suis en train de vous raconter le viol d'un enfant de 9 ans, et le truc qui vous frappe le plus, c'est le sacrement. Je veux dire, mais c'est hallucinant. Mais pour vous dire quelle est leur culture, quelle est leur culture. Donc, bon, je fais cette rencontre, il passe un peu de temps, je réécris à De Germain et à Bête, et j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que lui m'avait dit, écoutez, je ne suis pas sûr, parce que l'INIR n'est pas compétent sur votre cas, parce que c'était en Italie, un prêtre italien, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec la France. Et il m'a dit, en fait, tous les remboursements, tous les réparations qui sont faites par les diocèses françaises et qui ne veulent absolument pas prendre en compte votre cas. Il m'a dit, j'ai dû me battre, etc. Chose qui est sincère parce qu'il l'a fait. Voilà. Donc j'ai dit, bon, j'attends et tout. Et j'ai attendu, mais genre un mois. Après lequel j'ai dit, bon, alors ça continue, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas et tout. Et il me dit, écoutez, voilà, j'ai parlé avec l'INIR, Madame Derain de Vaucresson s'appelle la directrice, machin et tout. Nous avons décidé qu'on vous fait rentrer à l'INIR. Et donc, je rentre à l'INIR comme un Français, si vous voulez, Mhm. en suivant la procédure de l'INIR, qui est assez pénible, il faut dire, parce qu'après, il propose des rencontres. On sait qu'il y a bon, ce montant de 60 000 euros maximal qui est très discutable, mais bon, passons. Mais il y a surtout une sorte d'évaluation faite là-bas. Parce que ce n'est pas un montant forfaitaire, par exemple, comme ça a été fait en Belgique, encore plus ridicule de 25 000 euros, qu'on ne s'achète même pas une voiture neuve. Je ne parle pas de voiture électrique. Hein. Et, mais en plus, en France, on a décidé de faire ça selon la gravité des cas. Chose que beaucoup de gens lui ont dit attention, parce que là, vous risquez de créer encore plus d'injustice, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas satisfaits, hein, surtout ceux qui ont le minimum de 6 000 balles. Il y en a qui ne veulent pas, hein, ce n'est pas leur problème. Pour moi, par exemple, c'était un problème parce que j'estime que, voilà, que j'ai subi des dégâts énormes, psychologiques, physiques, de santé. J'ai eu même un infarctus il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'hépatite. Enfin, je me suis quand même fait du mal à cause de tout ça. Et donc, j'estime que voilà, que j'ai besoin aussi d'une réparation financière. Et voilà, donc ils ont des grilles. Voilà. Donc, je vais faire cette rencontre. Alors, il y en a qui font plusieurs rencontres, genre 3, 4 et tout. Moi, il n'y avait pas besoin parce que tu vois bien que je m'exprime assez lucidement sur ce qui m'est arrivé et les conséquences de la chose. Hein. C'est quelque chose que je connais parfaitement et je n'ai pas de difficulté à parler en ayant aussi fait du théâtre. Hein. Tu vois, voilà, je ne suis pas intimidé par un public. Donc, il y avait un jeune qui m'a reçu, très sympathique, de formation psychologique, un jeune de trentaine, un peu moins même, à qui j'ai expliqué le cas. Il a pris plein de notes, j'ai donné tous mes textes, j'avais préparé un dossier, mais épais comme ça, parce que bien évidemment, j'ai toutes les visites, mes déclarations, etc., qui sont bien, bien antécédentes à la SIAZ et à tout ce qu'il y a eu. Donc, on ne peut pas soupçonner que j'ai tout inventé parce il y a derrière l'argent escroqué, hein, on ne peut pas le soupçonner. Il y a toutes les analyses que j'ai eues psychiatriques et tout. Bon. Donc, je donne tout ce dossier et après, j'attends. Alors, ah non, attendez, en plus, j'ai été reçu parce que je me suis plaint, parce que ça prenait un temps fou. Vous savez qu'il y a eu plein de polémiques parce que ça va très lentement. Alors, ils disent oui, on n'a pas les moyens. Or, il faut savoir qu'on raconte toujours qu'ils ont mis 20 millions d'euros sur la table pour les victimes. En réalité, de ces 20 millions d'euros, ceux qui sont destinés aux victimes, c'est seulement 5 millions.
Les autres 15 sont pour faire de la prévention, pour l'INIR, pour le machin, pour organiser même des conférences de presse. Enfin, vous voyez, hein, donc il n'y a que 5 millions. Donc imaginez que seulement à l'INIR, il y a 1600 ou 1700 aujourd'hui victimes qui se sont fait présenter. Il y en a 8 ou 900, non, 800, je crois. C'est un peu moins de 800 à la CRR, celle des religieux. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent, je veux dire. 5 clients, c'est que dalle. Hein. Si vous divisez par le nombre de personnes, c'est vraiment l'argent de poche, hein, c'est 1 000 euros. Donc voilà, ça je précise, hein, parce qu'on raconte toujours on a mis 20 millions sur la table, c'est pas vrai. Du reste, maintenant ils sont en train de renflouer le fond parce que déjà ils ont fait qu'ils ont fait que 5 ou 600 victimes et ils n'ont plus d'argent. Voilà. Donc, alors, mais ce truc tardait et à un certain moment j'ai compris que j'aurais mis même 2 ans. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils attendent que je crève? Et entre-temps j'ai eu un infarctus grave, hein, je suis vraiment presque crevé. Je me suis sauvé par miracle et seulement parce que j'ai une malformation. Je vous le dis, j'ai une sorte de circuit double. Moi, je me sauve toujours en extrémie. Ce n'est pas la première fois que je risque de crever du reste. Enfin, que je devais mathématiquement crever. C'est la troisième fois et je ne suis pas mort. Donc, ça veut dire que le bon Dieu, s'il existe, il veut me faire vivre pour que j'aille jusqu'à la fin de ce processus. Et donc, à cet moment, j'ai écrit, j'ai dit, écoutez, si vous attendez un peu, je vais crever. Voilà, j'ai eu ça, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Alors, ils m'ont dit, ah, mais quand il y a des problèmes de santé, on peut faire plus vite. Enfin, donc, après 2, 3 mois, j'ai réussi quand même à passer et faire cette interview que je vous ai dit, mais où je suis allé qu'une fois. Donc, après, voilà, j'attends, quelques 3, 4 mois quand même, qu'ils prennent la décision. Et à cet moment, ils prennent la décision et ils me disent, voilà, c'est 40 000 balles. Moi, j'ai dit, OK, c'est sur la base de quoi? Parce que moi, je pensais d'être au maximum, vu les conséquences que j'ai eues désastreuses de tout ça sur ma vie personnelle. Donc, j'ai dit, 40 000 balles, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, excusez-moi le terme est un peu vulgaire. Je dis, c'est voilà, c'est même pas une voiture électrique, encore un peu, hein, c'est ma vie entière, c'est mon identité, hein, parce que moi j'ai des problèmes avec, c'est pas mon genre, hein, c'est mon identité d'être humain, d'être humain. C'est ça qui a été atteint. Moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal avec mon identité. Je ne sais pas où elle est. Donc, sans compter les problèmes de santé. Donc, j'ai dit, c'est ridicule et tout, au moins le maximum. Donc, à cet moment, j'ai fait part de cette chose à mon correspondant, le jeune. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et lui me fait comprendre un peu parce que j'étais la pièce rapportée. Il m'a dit, ah, mais vous savez, ils ont fait une lutte horrible parce qu'ils ne voulaient absolument pas vous donner de l'argent, pas vous. Parce que je suis la pièce rapportée, l'italien de service et tout. Donc, il m'a dit, c'est déjà bien. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et en plus, il s'est laissé échapper parce que personne ne connaît les grilles d'évaluation, combien il y en a. Personne ne sait comment ça marche. Ça aussi, du point de vue réparation et justice, c'est un peu frustrant. Vous êtes d'accord? Transparence. Ben, au moins de la transparence là-dedans. Au moins nous dire quels sont les critères d'évaluation. Et donc, il me dit, niveau gravité, vous êtes à 7 sur 10. Niveau retentissement sur votre vie personnelle, vous êtes à 12 sur 10. Donc, encore plus. Alors, j'ai dit, mais alors, pourquoi 40 000? Il m'a fait, ah ben, mais je ne sais pas. Donc, à cet moment, moi, je contacte enfin, c'est pas la directrice ou la présidente, mais bon, au moins la directrice de ce centre. Et j'ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas content, voilà, je ne suis pas satisfait et tout. Je ne vais pas refuser parce que je vous le dis clairement, j'ai besoin d'argent, je suis dans la... Euh, mais voilà, je trouve que c'est n'importe quoi et tout. Et donc, elle me dit, écoutez, j'essaie de vous faire parler avec Madame de Vaucresson, hein, qui est la présidente. Et donc, elle se présente, elle, avec un autre monsieur, je ne me rappelle pas son nom, excusez-moi, par vidéoconférence. On fait une vidéoconférence, ils étaient d'une froideur, mais voilà, terrifiante, terrifiante. Donc, je commence à expliquer toutes mes motivations, je raconte mon histoire. Très froid, ils m'ont fait ah oui, hein, donc compréhensif, voilà. Mais après, aucune réponse. Donc, j'ai dit bon, c'est sympa, qu'est-ce que je vais penser? Que de toute façon, je parle dans le vide. Donc, ils m'ont fait ah, hein, voilà, bon. Ça a duré un certain temps, hein, parce que moi, je parle beaucoup. Je ne me suis pas tu, j'ai vraiment tout dit. Hein. Ma rage aussi que j'avais par rapport à ça, j'ai dit j'ai vraiment la rage. Donc voilà, après, et après une semaine, hein, on me dit, ah, de toute façon, ils ne sont pas revenus sur les décisions. Voilà. Donc à cet endroit, j'ai reçu une lettre de la COREF, que c'est en fait c'est le fonds, hein, le fonds qui après s'occupe des paiements, me demandant un RIB.
J'ai donné le RIB. Il faut dire qu'avant, il y a des gens qui ont attendu 2 mois, donc ils étaient furax. Alors que là, ça a été quasi immédiat, hein. C'était vraiment la semaine suivante, hein, au cours de la semaine suivante, ces fonds sont arrivés avec une lettre m'expliquant que comme c'était une réparation de préjudice, je n'avais pas à le déclarer aux impôts, blablabla. Eux, au cas où j'aurais eu des problèmes avec les impôts, de présenter cette lettre et expliquer. Et voilà, et ça s'est terminé comme ça. Alors pour eux, ils tournent la page. Pour moi, c'est un peu difficile, surtout qu'après ce remboursement, etc., je me suis dit, mais ce n'est pas une forme de justice, ça. On fait un procès, je ne sais même pas ce qu'ils ont trouvé, même pas comment il a été jugé. Alors que quand on fait un procès normal, on a des actes, on a des motivations, on a un verdict. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai droit à rien, donc c'est genre, prends cet argent, c'est notre denier, ferme-la. Et c'est un peu limitatif. Moi, je peux aussi me poser la question légitime, qui est peut-être m'ont donné cet argent simplement parce que je suis un râleur, parce que j'ai beaucoup râlé. Et comme ça, bon, le fait de taire, hein, parce que je suis dans des associations, je casse les pieds. Et donc, je me suis posé cette question légitime. Donc, à un certain moment, j'ai retéléphoné à pas à la présidente, mais à la chef là, du bureau, qui est une personne plutôt sympathique, hein, et disponible. J'ai parlé avec elle, j'ai expliqué mes motivations et elle m'a dit oui, mais voilà, il y a des victimes effectivement qui demandent ces choses, on lui donne un peu les trucs de diocèse et tout. Mais vous comprenez, ça a été géré directement à Rome par le Vatican. Ah oui, je t'ai mis en plein écran. Ça a été géré à Rome par le Vatican. Nous ne savons rien. Ils nous ont simplement dit allez-y. Tu vois, c'est sympa. Alors j'ai dit, mais excusez-moi, mais mettez-vous dans ma position. Qu'est-ce que je dois penser? Que le Vatican a fait ça pour me faire taire? Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, je lui ai posé encore, enfin, je raccroche, furax. J'ai retéléphoné la semaine après parce que ça me rendait furax ce truc-là. Et donc j'ai dit, excusez-moi, mais si je me présentais à l'INIR avec un dossier, et ce dossier, vous le jugez insuffisant, ou une fois demandé au diocèse, même s'il ne vous dit rien, hein, vous acceptez ou pas ce dossier? Il m'a fait absolument pas. Ça veut dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont présenté des dossiers qu'on n'a absolument pas acceptés. Et m'a fait comprendre, s'ils ont accepté votre dossier, ça veut dire qu'ils ont établi une vraie culpabilité de ce curé. Du reste, bon, il y a des ragots, hein, il y a même d'autres victimes que j'ai pu contacter par Internet qui n'ont jamais dénoncé, parce qu'en Italie, ils laissent courir. Et, et donc, voilà, donc ce truc m'a un peu rassuré. Mais moi, après, je reste un peu frustré, hein, Mhm. beaucoup, parce que je ne sais rien, je ne sais pas probablement, vous savez, au Vatican, ils sont archivistes par excellence, hein, toute l'Église comme culture, hein, depuis le Moyen Âge, hein, c'est eux qui nous transmettent tout- tous les ouvrages même de l'époque des Romains, de l'Empire romain. Si ce n'était pas grâce à l'Église, on n'aurait pas pu lire ces ouvrages. Donc, c'est vraiment leur spécialité et probablement ils ont une archive sur cette personne, quoi, sur ce curé, où il y a d'autres éléments, hein, outre le mien, Ouais. d'autres faits, d'autres dénonciations qu'à l'époque on faisait simplement à l'église. Et effectivement, la seule victime que j'ai connue, que c'est une victime fille en plus, c'était la même procédure, 9 ans d'un confessionnel, il lui a mis les mains dans le slip, et elle, comme les filles sont quand même beaucoup plus sensibilisées à ça par leur maman. Donc, elle ne connaissait pas le sexe, mais elle savait que personne ne pouvait mettre la main dans sa culotte. Elle s'est échappée et elle a raconté tout ça à sa mère, qui a raconté au père. Le père était furax. Il est allé à l'église, elle a parlé avec le prêtre. Après, c'est terminé comme ça. Et ils ont dit maintenant, tu ne vas plus à l'église. Stop. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. On faisait à l'époque, ce qu'on fait encore aujourd'hui beaucoup, hein, ça se termine comme ça, hein, ça se termine comme ça. Donc, on met tout à terre, hein. Donc, ils ont sûrement dû trouver des faits, voilà. Mais moi, je n'ai pas le droit de le savoir. J'ai aucun droit, en fait. Prends cet argent, tu la fermes. C'est Ouais. tout. C'est ce qui me touche, j'ai envie de dire, dans ce que tu dis aussi, c'est essentiel évidemment, c'est que ça touche véritablement à ton identité, avec des conséquences qui sont malheureusement très souvent à vie pour pas pour les victimes, mais plutôt pour les survivants, appelons-les effectivement comme ça, parce que c'est effectivement la situation de ces personnes. Et très souvent d'ailleurs, c'est à ce point vrai que peu finalement dans le lot osent prendre la parole, osent dénoncer et osent mener un combat qui est un réel combat, c'est-à-dire que c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre.
Parce que de nouveau, et je reviens là-dessus un petit peu en arrière peut-être, parce que je trouve que c'était en fait le passage que je voulais lire, parce que pour moi il est très significatif Vas-y. de ce que tu as vécu et de ce que les victimes précisément d'abus vivent également dans leur chair. J'ai marché pendant des décennies comme un mutilé qui s'ignore, avec une prothèse de fortune que la réémergence des souvenirs a fait voler en éclats. Maintenant, j'en construis une nouvelle, plus belle, plus forte et en pleine conscience. Mais je ne me fais pas d'illusions, car même si je pourrais courir avec, je resterai comme je suis, un mutilé. Nous ne sommes pas comme les lézards auxquels repousse une queue, nous nous habituons seulement à nous regarder sans elle. Je me rappelle très bien cette phrase parce que c'est exactement ce que je pense en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit tourne la page et tout, voilà, il y a cette espèce de sensation qu'on peut guérir de quelque chose comme ça parce qu'on dit, OK, les dégâts psychologiques, on va chez le psychologue des années, on guérit. En réalité, non, on guérit jamais. On s'habitue simplement à nous regarder mutilés. Hein, voilà, ça, on peut supporter ça beaucoup plus facilement. Moi, je supporte beaucoup plus ça aujourd'hui, après toute la psychothérapie que j'ai fait, plutôt qu'à l'époque de la découverte, où me regarder mutilé, pour moi, c'était un truc insupportable. Insupportable. C'est la perte d'identité, mais c'est aussi, ça se matérialise presque corporellement. Vous voyez ce que je veux dire, tellement c'est profond. Et donc voilà, donc en fait voilà, c'est une métaphore hein, de ce qui est Bien l'attitude. sûr, En fait, on guérit pas, on guérit pas. Et moi, je fais des discussions de ce genre-là, même avec les victimes qui te disent toujours oui, mais maintenant ça va bien parce que j'ai fait la psychothérapie. J'ai dit ok, pour toi c'est comme ça, pas pour moi. Pas pour moi. Moi, je sais pertinemment que je ne vais pas récupérer mon enfance, ma jeunesse, ma vie entière, mon identité même. Si je n'avais pas eu ce fait dans ma vie, on se demande qu'est-ce qu'on aurait été. Moi, j'étais très brillant à l'école, très brillant. J'ai abandonné les études. J'ai fait que des bêtises. Quand j'ai commencé à fréquenter le lycée, que des bêtises, de la drogue, des conneries. Voilà. Donc, on se demande, peut-être que j'aurais fait des études, j'aurais dû bricoler moins aussi ma vie professionnelle qui a été toujours un bricolage, hein, comme je parle aussi de ma vie personnelle. Hein. Voilà, ça a été toujours une sorte de prothèse invisible qu'on essaie de construire avec tous les absences qu'on a, hein, les manques qu'on a. Affectivement parlant, c'est la même chose. Donc, c'est toute ma vie, c'est mon identité. Comment voulez-vous qu'on guérit de ça? C'est comme je disais, on m'a coupé la queue, ok, voilà, ou j'ai une prothèse, alors maintenant, ok, je l'ai vue finalement, elle était un peu trop bricolée, donc elle s'est cassée la figure. Voilà, j'ai un peu, comment est-ce qu'on peut dire, boité hein, dans ma vie à cause de ça. Aujourd'hui, j'en construis une meilleure pour aller mieux, mais je ne pourrai jamais guérir. Mutilé, je suis, mutilé, je reste. Voilà. Et ça, malheureusement, même si les victimes ne veulent pas trop le dire, parce que ça fait mal de se le dire. Ça fait mal de se le dire, comme beaucoup de victimes. Alors moi, je suis rentré vraiment dans l'intime aussi dans cet écrit. Beaucoup de victimes n'aiment pas rentrer dans l'intime. Vous voyez ce que je veux dire? bien Après, sûr. on rigole parce qu'on a même du mal avec soi-même à reconnaître cette identité incomplète à cause d'un fait très, très bête. Ça veut dire, en ce sens, moi, je me sens vraiment comme une poupée gonflable. C'est-à-dire, toute mon existence, mon destin, mon identité et tout, c'était vraiment un jouet de poupée gonflable. J'étais dans le caniveau. C'est horrible. La sensation de ça, le porter sur les épaules, comme toi, hein, qui est victime aussi, c'est un truc insupportable. Insupportable. Voilà. Alors Donc, je ne suis pas victime t'es dans ce pas sens-là victime. Ah, d'abus sexuels de la part de prêtres. Non, 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 je m'intéresse à la question pour d'autres raisons, mais je peux par contre de fait entendre ce que tu dis, entendre tous les témoignages des autres Essayer de personnes qui faire ont. une Voilà, métaphore claire, tu vois, de cette chose. Je pense oui. qu'elle est claire, hein, parce que quand on la lit, on se rend compte de ce que c'est. Parce Oui, que bien sûr, mais c'est difficile à faire comprendre parce que, comme tu l'exprimes très bien aussi, c'est une mutilation, mais c'est une mutilation en fait invisible. C'est-à-dire qu'elle est invisible à l'œil nu, quoi. Je veux dire, tu n'es pas amputé d'un bras, tu n'es pas amputé d'une jambe, et donc c'est ce qui fait aussi que souvent les victimes sont renvoyées quelque part à leur silence en disant, mais vous avez l'air d'aller bien finalement, et vous inventez, vous complotez contre l'Église. Enfin, tous ces discours que l'on connaît et qui font que la victime, par définition, a un mal fou à s'exprimer parce que s'exprimer, c'est prendre aussi le risque de ne pas être entendu, de ne pas être cru.
Ouais, mais aussi le risque de se dire à soi-même des choses désagréables, hein. Oui, C'est pas agréable d'être sincère avec soi-même. Surtout pour quelqu'un comme moi qui s'est menti, qui a menti à lui-même, hein, avec l'amnésie. Après, c'est pas bien un sûr. mensonge, c'est un mécanisme Non, psychologique. Mais bien euh, sûr. après, on peut le prendre comme ça. C'est normal on le prend comme ça. Donc, je me dis, j'ai menti toute la vie pour me défendre de ça. Donc, de Hmm. quoi je suis capable? De quoi je suis capable? C'est un truc mortifiant. C'est mortifiant. Et surtout de se retrouver avec cette personnalité. Et moi, je ne sais pas ce que je suis. Même sexuellement, j'ai cru, voilà, ça je le dis sincèrement, j'ai pas de poil sur la langue. Comme j'ai eu aussi toujours des relations avec les hommes, alors quand je suis avec les hommes, je me sens agressé. Après, je me dis, mais pourquoi je suis avec les hommes, je suis hétéro. Après, j'ai la relation hétéro, je me dis, mais pourquoi je suis avec les femmes, je suis homo. Vous voyez, j'ai eu toujours cette espèce de... Hmm. Alors, à un certain moment, j'ai dit, pour supporter cette espèce d'état d'indécision, je me suis dit, OK, je suis bisexuel, voilà, je suis un homme ouvert, moderne. Et alors qu'en fait, probablement, je suis seulement hétérosexuel, mais totalement confus. Je le sais aujourd'hui un peu mieux. Et je vais chercher les hommes pour une raison que maintenant je connais. Hein, c'est parce qu'en plus, bon, il y a un phénomène chez les victimes aussi d'aller un peu reproduire le viol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur ça aussi, je culpabilisais aussi. Je ne reproduis pas le viol, mais ça fait partie de mes fantasmes. De mes Hmm. fantasmes. Hmm. Et sur le net, en parlant avec beaucoup de victimes, j'ai remarqué que beaucoup de victimes ont cette espèce de truc-là qui les culpabilise énormément. Alors qu'en psychologie, maintenant, et je le sais parce que finalement j'ai un peu étudié la matière, donc j'étais ignorant, en psychologie, c'est la façon un peu de se rapproprier de quelque chose qu'on a subi. Ça veut dire on a subi, on ne pouvait rien faire, on était impuissant. Là, c'est moi qui décide ce que je peux subir, où tu peux arriver et quand tu t'arrêtes. Vous voyez? Et donc là, on joue une sorte c'est du théâtre, hein, c'est du théâtre avec le traumatisme pour pouvoir supporter le traumatisme. Vous voyez, on a tout un tas de mécanismes comme ça, qu'en plus, même Bien quand sûr. on comprend. Aujourd'hui, j'ai compris vraiment, filmant vraiment la psychologie de toutes ces choses qui m'ont toujours laissé pour toi, parce que moi, par exemple, justement, sexuellement, je me disais toujours, mais pourquoi je vais avec des mecs alors que je n'aime pas? Pourquoi je fais ça, ou j'ai ce genre de fantasme, alors que je suis quelqu'un vraiment de très doux, voilà, intimement très doux, j'aime toute la douceur et tout, mais voilà, j'ai ce fantasme-là, et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, voilà, pourquoi? Alors aujourd'hui, j'en connais les raisons, mais c'est pas agréable de se le dire, c'est pas agréable. Alors moi, j'ai aucune pudeur, franchement, donc je parle de ça, mais bien évidemment, voilà, c'est ma vie, ça reste comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai 60 ans là. Est-ce que je vais recommencer? Je vais changer ma vie. Déjà, bon, sexuellement, je suis pas, hein, j'ai pas 20 ans, j'ai pas les mêmes exigences, ni les mêmes nécessités, hein, de construire un couple, Hmm. un rapport amoureux. Donc, bon, voilà, j'ai raté tout un tas de choses, c'est clair. Et ces choses ratées, ben voilà, je peux pas les. Après, c'est très difficile aussi parce qu'on se dit, mais est-ce que ça dépend de moi si j'ai raté des choses ou ça dépend de ça? Vous voyez, et c'est cette espèce de pensée morbide et désagréable, on se la pose tout le temps. Alors, j'ai abandonné l'étude parce que j'étais un artiste fou, un inconscient, ou parce qu'effectivement, Bien j'avais sûr. une rage anarchique, hein, parce que j'ai toujours refusé l'autorité, hein. Est-ce que ça dépend de mon père? Ça dépend du curé? Voilà. C'est un ensemble. On se pose toujours ces questions et comme on n'a pas de réponse, on ne pourra jamais les avoir, hein, parce qu'on n'a pas une machine du temps. Hmm. Voilà, c'est très désagréable. Mais comme tu dis très bien, Pierrot, en fait, ces questions que tu te poses, nombre de victimes se les posent justement aussi. Et ce qui est bien, je dirais, pour éclairer le cas échéant le récit d'autres victimes qui se comprennent mal, c'est que toi, tu prends la parole, que tu décryptes, que tu es quand même lucide. Et donc, non seulement tu parles pour toi-même, c'est libérant, mais tu parles aussi, je pense, je crois, pour d'autres personnes. C'était aussi un peu tout le sens de la parole libérée. C'est pas juste un effet de manche, c'est véritablement une nécessité intérieure qui est extrêmement puissante si on ne veut pas étouffer et crever, quoi. Ouais. Mais c'est aussi porter une cause, hein, je veux dire, à la fin. Je veux dire, quelqu'un comme moi, moi, je comprends aussi Francesco Zanardi, c'est pas de la vengeance, hein. C'est Non. vraiment de porter une cause, aussi d'aider les autres. Et en plus, voilà, moi, je me fais
je me fais traiter d'anticlérical, de sataniste même, par certains catholiques extrêmes. Alors que ce n'est pas le cas. Bien évidemment, je pourrais jamais être catholique, hein. Je veux dire, ne me blâmez pas, c'est impossible. C'est impossible, même si voilà, je suis très spirituel, agnostique, mais spirituel. Mais par exemple, à l'intérieur de Rité-la-Bouze, il y a des curés que je connais en plus, hein, avec qui j'ai des échanges et tout, à la limite un peu pas très officiels, ou des ex-curés. Il y a aussi des catholiques, mais très actifs, très activistes, comme Cristina Balestrini, qui, elle n'est pas victime, mais son fils l'est, hein, parce qu'elle, très catholique, le mettait à côté du curé. Et surtout, elle s'est cognée avec une église qui ne l'a absolument pas écoutée, qui a changé ce curé dans une autre paroisse en lui montant. Vous voyez, c'était très lourd pour elle. Et donc, elle se bat aussi pour son Église. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux catholiques. Ça veut dire qu'il faut se battre, aussi vous qui êtes croyants et que vous croyez à l'institution, à l'histoire de cette Église qui a façonné bien évidemment aussi toute l'histoire de l'Occident, faites quelque chose pour rendre cette institution conforme à la parole de Christ, je veux dire, à l'Évangile. C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Et alors, après, bon, l'histoire a eu plein de chutes, hein, de cette institution, plein de monstruosités aussi au nom de Dieu. Mais je veux dire, on est en 2024 dans des démocraties, un peuple cultivé, hein, moyennement. Hein, c'est pas le moyen, je dis pas le Moyen Âge parce qu'il y avait de la culture, mais c'est pas voilà, c'est pas les époques où il y avait les paysans ignorants et quelques élus et quelques artistes. Donc, franchement, que tout cela ne soit pas affronté comme il faut, surtout par les catholiques, qui font de la résistance aussi très bête, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Et ça se voit aujourd'hui, enfin, je veux dire, les églises sont vides, il n'y a plus aucune vocation pour faire le curé. Regardez en Occident, c'est pénible, hein. Il n'y a que des prêtres africains qui arrivent, c'est pénible. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre eux, surtout en main la chose et faire changer du bas ce qu'il y a en haut. Si eux ne bougeront pas, c'est pas nos associations, c'est pas notre parole qui est destinée à les faire bouger aussi, qui changera les choses. Il faudra 50 ans, je vous ai dit, une nouvelle génération. Et moi, je suis très pessimiste hein, pour l'Église. Je trouve sont très suicidaires. Après, moi, je me dis toujours, voilà, même si j'aime pas l'Église pour les raisons que je vous ai évoquées et pour mon histoire, c'est clair que de toute façon, le besoin de Dieu, ça existera toujours, et le besoin de l'organiser derrière une structure. Et je préfère avoir une structure qui dure depuis 2000 ans, dont l'histoire est étroitement liée aussi à notre démocratie, hein, parfois dans des bains de sang, hein, parce qu'il y a la révolution, tout ce que vous voulez, mais au moins on se connaît, on connaît quelles sont nos limites. Et c'est mieux d'avoir cette église-là qu'une nouvelle, hein, que sûrement s'il arrive une nouvelle, elle sera forcément plus extrémiste. Donc voilà, je préfère que l'église ne succombe pas. Donc à la limite, euh, de façon parallèle, je me bats aussi pour l'église, Hmm, paradoxalement, paradoxalement. c'est Et les ça. gens, ça, ils ne le comprennent pas. Les Ouais. catholiques, ils ne le comprennent pas. Et je trouve ça vraiment très, très bête. Très Oui, parce bête. que finalement, c'est leur rendre service, parce que quelque part, si structure il y a besoin, autant évidemment que la structure soit saine pour soi, et puis pour les enfants, évidemment, que l'on met au catéchisme et que l'on laisse aller au scoutisme catholique, etc., etc. Donc c'est évidemment capital de ne pas reproduire les abus passés, et donc du coup de faire la transparence la plus complète, avec l'aide, on se compris évidemment des personnes qui y voient clair, même si de fait elles ne sont pas forcément croyantes. Je pense que là, en principe, pour le coup, on devrait tous pouvoir se retrouver sur l'essentiel, à savoir le besoin de transparence et la non-répétition des abus. Quelque part, c'est le minimum vital pour le coup si on veut se conformer pleinement à l'évangile. Voilà, donc voilà, mais je tiens à dire cette chose parce que voilà, dans mon activisme, à un certain moment, j'ai fait une grosse réflexion sur ça et je me suis dit, mais pourquoi les catholiques nous accueillent comme ça? Regardez même la parole libérée, la résistance qu'il y a eu de la part de la base, de fidèles et de tous les évêques, les prêtres au début, vraiment, l'accueil a été terrible. Après, bien évidemment, la parole libérée a fait si qu'ils ont dû
ils ont dû faire marche arrière et faire quelque chose, mais au début, il y a toujours cette résistance qui existe toujours. Et Hmm. c'est pénible. Moi, je le vois en Italie, il y en a beaucoup plus qu'en France, qui est un pays beaucoup plus déchristianisé, disons que décatholicisé que la France. Parce qu'encore, il y a une grosse majorité de catholiques dans le pays, et surtout parce que l'Église est présente partout. Mais par exemple, j'ai expliqué quelque chose. Quand on a fait les fameuses projections en France de la SIAZ qui ont donné 300 000 victimes, ça a été fait par rapport déjà à ce qu'ils ont pu constater sur le terrain, ce qu'ils ont pu extrapoler selon la science de la projection qui n'est pas si inexacte, et surtout que ces projections-là, on les a faites aussi à l'étranger, au State et tout. Et même le pape a déclaré au moins 2% des prêtres sont pédophiles, alors que le constat c'est plutôt 5%. Disons que la SIAZ a pris vraiment 3%. Elle s'est mise dans un truc plutôt bas, chose qui était même contestée à l'intérieur de la commission même, pour ne pas avoir un chiffre monstrueux, parce que déjà celui qui est sorti est monstrueux, et ne pas se mettre dans la position d'être attaqué de toutes parts, même s'ils ont été attaqués, mais sur ce chiffre-là, ils savaient très bien qu'il y aurait eu des problèmes. Alors, si on prend pas les chiffres hauts, mais les mêmes projections qu'on a fait en France de la SIAZ, en Italie, on dépasse le million de victimes depuis les années 50. Le million de victimes. Pour vous dire, comme l'Italie, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut dire, la pointe de l'iceberg de cette institution et de la gravité de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un cas si l'Italie, c'est le seul pays où il n'y a pas eu la commission indépendante, et ça sera le dernier pays où il y aura une prise de conscience de ce qui est advenu, qui est absolument inacceptable et monstrueux, quoi. Voilà. Ouais. Nous l'avons dit, Pierrot, tout à l'heure que j'espère, en tout cas avec toi, nous aurons un second échange. Donc, je ne sais pas du coup si ici, tu as le sentiment que l'on a pu développer les éléments essentiels par rapport à ce premier échange, ou si tu veux encore ajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Après, voilà, j'ai parlé de l'Église, j'ai parlé de moi, voilà. Après, on pourrait discuter des heures, hein, tu Bien vois. Il y sûr. a tellement de facettes hein, derrière même très personnel, hein, parce que voilà, ma vie, en l'analysant a posteriori, ma bobine de film, comme je te disais, j'ai découvert des choses qui sont franchement mortifiantes pour qui les découvrent. Et j'en découvre encore du reste, et ça me fait mal. Et ça me fait mal. Je voulais ajouter que, par exemple, pour moi, ça a été très difficile de comprendre l'âge, parce que comme tout est fumeux, ce qui reste dans la mémoire, et c'est ce qui advient à toutes les victimes, mais je le précise, hein, parce que les gens ne le savent pas. Et donc, j'ai fait 3 voyages à Rome seulement pour découvrir l'âge. Hein, ma mère était encore vivante, et donc j'en ai profité. Et je suis allé même à mon école élémentaire pour demander le livret de mon école élémentaire, que là, les secrétaires m'ont regardé, ils ont dit, waouh, ça se passe quelque chose, mais ils ont été super gentils et me l'ont sorti des archives. Non, ils m'ont dit où elle était, ils ont dit, on va le demander, vous venez dans une semaine, il est là. Et ils l'ont trouvé. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais parce que je voulais absolument connaître la date. Et en fait, je suis arrivé, parce que moi, je pensais plutôt 7 ou 8 ans. Alors qu'après, j'ai découvert que c'était 9 parce que j'ai trouvé des photos sur Internet de l'inauguration de la nouvelle église. Et moi, c'était dans la nouvelle église qui venait d'ouvrir, le nouveau supermarché, en fait. Et à partir de là, j'ai compris que j'avais 9 ans. Voilà. Hmm. Mais j'ai dû D'accord. faire des recherches folles. Donc, c'est pas si évident quoi, hein, de se retrouver avec cette espèce d'ensemble de souvenirs absolument déconnectés de l'âge, quoi. C'est difficile, c'est difficile. Mais je crois que Tant- ceux qui ont vécu quelque chose de similaire à toi pourront, eux, par contre, parfaitement saisir de quoi il Ouais, ouais. s'agissait ici dans notre échange. Donc, je te remercie, Pierrot, d'avoir pris la parole avec beaucoup de liberté. Et je voudrais peut-être du coup aussi terminer notre échange avec tes propres mots, de nouveau, ceux quelque part que tu adresses à tous les survivants. Il y a de quoi faire dans notre société, dis-tu, autant que dans l'Église. Continuez à ne pas être sans voix. Oui, le silence tue. En silence, soyez fiers de vous. Et c'est peut-être ça le plus difficile à admettre quelque part, à reconnaître, c'est d'être fier de soi quand on a été abusé. Donc un Ouais. grand merci pour cette parole libre et cette Merci à fierté toi. quelque part que tu offres également à ceux qui ont connu les mêmes abus que toi.
Voilà, merci à toi de m'avoir donné l'espace de m'exprimer parce que j'estime que c'est important. Tu vois, je pourrais me taire en disant, OK, j'ai eu mon truc, voilà, basta, parce qu'en plus, j'en peux plus. Franchement, j'en Ouais. peux plus. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que comme je sens que l'injustice est encore là, et je ne peux pas le supporter, je ne peux pas supporter qu'on écoute les victimes, je peux pas, c'est insupportable pour moi. Et donc, voilà, je continuerai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, parce que cette situation ne va pas se résoudre tout de suite, du jour au lendemain. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Voilà. Merci Pierrot. Au Merci à toi. revoir. Au revoir et bon week-end. Merci. Allez, ciao.